Marseille, mardi 4 avril 2006. Les policiers sont appelés à la brasserie des Marronniers. Un règlement de compte vient d'avoir lieu entre truands. À 21h30, 3 hommes sont attablés et regardent tranquillement le match de football Milan AC Lyon à la télévision. 8 tueurs s'approchent en silence. Vêtus de blousons noirs, cagoulés et armés de gros calibres, ils entrent dans le bar et ouvrent le feu. La fusillade ne dure que quelques secondes. Les 3 hommes sont surpris et n'ont pas le temps de dégainer leurs armes. Criblés de balles, ils agonisent sur le carrelage. Pas un seul verre cassé, pas de dégâts collatéraux, du travail de professionnels. Le commando remonte à bord de 2 voitures et s'échappe par la bretelle d'autoroute. À l'intérieur du bar, les policiers relèvent 3 cadavres, dont celui d'un certain Farid Berama, 39 ans, bien connu des services de police. Pourquoi cet homme a-t-il été assassiné ? Ce soir-là, les tueurs viennent en fait de mettre fin à l'ascension d'un petit truand des quartiers nord qui voulait devenir l'un des parrains de la pègre marseillaise. À l'évêché, le commissariat central de Marseille, un homme a bien suivi l'itinéraire de Farid Berama. C'est Gérard Guillepin, le directeur de la police judiciaire. Berama, c'est le mauvais exemple type du caïd de cité. C'est-à-dire qui s'est formé tout seul, parce que dans la famille Berama, il n'y a qu'un seul voyou, c'est Farid. Les autres, non, ne sont absolument pas connus. Ils travaillent, les parents, les fils, les frères, les sœurs, les nièces, tous travaillent. Et le seul canard de la famille, c'était lui. Ses premiers mauvais coups, Farid Berama les commet à 16 ans, ici dans la région de l'étang de Berre, à 30 km à l'est de Marseille. À Salon-de-Provence, où il habite avec ses parents, il commence par des petits trafics de drogue. Dans la cité des Canourgues, les voisins de l'époque ne gardent pourtant pas un mauvais souvenir de Farid. C'est un jeune comme il faut, hein, même un beau garçon, je trouvais, Ah oui. grand, balèze et tout. Hein, ouais. Il était comment il Ah ouais, plus grand que vous, c'est les cheveux longs, hein, beau garçon. Hein. Plaisir aux filles, parce que j'avais des copines là. Ah oui. Plaisir aux filles, ouais. Bon, c'était pas un bavard quand même. Hein. Je savais que c'était quelqu'un qui avait, je crois, une boîte de nuit, tout ça, ouais. Bon, après, non, caïd, je savais pas, non. Farid est un garçon discret. Pourtant, il gravit très vite les échelons. Il est remarqué par un des boss du coin, Eric Schoen, un ancien légionnaire qui le prend sous sa coupe. Avec lui, les délits s'enchaînent. Vol de voiture, raquettes, braquage violent. À Salon-de-Provence, Farid commence à se faire un nom. Je savais qui c'était parce qu'il était connu, quoi, mais c'est tout. Hein. Et comment il se faisait appeler ici? C'était qui? Comment vous Farid. Tout le monde l'appelait. Et on disait Farid, on savait qui c'était. Oui, c'est oui. Il était au sommet de sa gloire. Après, on n'en parlait plus quand il se cachait. Berama est en vie de son territoire. Au début des années 90, il affiche clairement ses ambitions, devenir une pointure du milieu. Le chroniqueur judiciaire José Darigo remarque très vite l'ascension de ce petit caïd. Berama grandit dans le milieu du grand banditisme. Et je pense qu'il n'en fait pas mystère, ni lui ni ses proches. C'est un garçon qui est très ambitieux, très ambitieux. Et donc, il avance ses pions en matière de machines à sous, toujours autour de l'étang de Berre, bien sûr. Des machines à sous, des bingos que l'on trouve dans tous les cafés. La plupart du temps, elles sont mises en place par la pègre. Berama se lance lui aussi dans le business. Il en installe dans tous les bars de la région. Des jeux en apparence anodins, mais qui sont en fait des jeux d'argent. Il y a des gens qui transforment ces points en argent et transforment ces bingos, qui sont des jeux a priori classiques, en jeux d'argent, ce qui est interdit. Dire que le point, 10 points, ça fait 1 euro, et bien la personne va à la caisse du bar et dit « voilà, j'ai fait 1000 points » et on lui donne 100 euros. Des petits gains pour les joueurs, mais de grosses sommes pour les propriétaires de bingo. Une machine comme celle-ci peut rapporter en toute illégalité jusqu'à 8 000 euros par mois, à partager entre le patron du bar et le propriétaire de la machine.
Ça dégage évidemment du cash puisque les gens jouent beaucoup. Donc ça permet de récupérer un argent relativement facile et encore une fois, sans risque particulier puisque il n'y a pas, ça n'a rien à voir avec la prostitution, il n'y a pas tous les risques inhérents à la prostitution et c'est une possibilité qui leur est donnée de gagner de l'argent relativement facilement et relativement tranquillement. Berama passe régulièrement dans les bars pour relever les compteurs et empocher la recette. Et si un concurrent essaye d'empiéter sur son territoire, il ne fait pas de cadeau. Il suffisait d'une raison, je dirais parfois puérile, pour être purement et simplement éliminé. Juste. Quand vous dites simplement puéril, ça veut dire quoi? Puéril, par exemple, refusait de travailler pour lui. Au milieu des années 90, les règlements de compte s'enchaînent. Les corps de plusieurs truands sont retrouvés calcinés dans leur voiture. Farid Berama est soupçonné d'être l'auteur de ces crimes. Les policiers l'affublent alors d'un surnom évocateur, le rôtisseur. L'expression est reprise par les médias. Michel Roubaud était l'avocat de Farid Berama. Il continue à défendre la mémoire de son client. J'ai été extrêmement choqué par les surnoms qu'on était susceptible de lui imputer dans le cadre de la presse à grande diffusion. Le rôtisseur, celui qui réalisait des barbecues, parce qu'à aucun moment ces surnoms n'ont existé dans le cadre de procédures, dans le cadre de rumeurs, dans le cadre de on-dit. Et à mon sens, elles sont nées d'une construction médiatique. Faute de preuves, Farid Berama n'a jamais été condamné pour aucun meurtre. Pourtant, à partir de 1996, il devient l'homme de main des plus grands noms de la pègre marseillaise, notamment de Francis Van Verberg, dit Francis le Belge. À cette époque, Farid a 30 ans. Il se marie et devient père de 2 petites filles. Il mène une vie de famille, en apparence paisible. À Vitrolles, nous avons retrouvé son frère Mohamed. Comme le reste de sa famille, pendant des années, il a préféré ne pas poser de questions. Vous pouvez nous montrer là sur la photo où il est, lequel c'est? C'est celui-là? Vous étiez combien d'enfants dans la famille? 9. Et là, il est avec qui sur la photo qui est en haut? Sa femme. Sa femme? Ouais. Je suis jamais rentré dans ce qu'il faisait et je voulais pas savoir. Ouais. Bah, moi, c'est pas mon truc. La vie de famille, c'est une chose. Et bon, après, il y a des trucs comme on n'en parle pas. Hein, bon. Pourtant, à la fin des années 90, Farid Berama est en son empire. Avec l'argent des machines à sous, il achète de la drogue en grande quantité. Il devient le caïd des quartiers nord de Marseille. Nous avons retrouvé un homme qui l'a bien connu. Il accepte de nous emmener sur le territoire de Berama. Il faut baisser la caméra. T'es le quartier nord là. Ouais, là. En plus, moi, ils me connaissent beaucoup. Voilà. Tu vois, là, c'est chaud, là. Ça, c'est vraiment. Voilà, cache là. Eh ouais. Ici, c'est très chaud, là. Oui, avant, c'était bien. Mais là, c'est devenu. Ça fait vraiment un petit village, ça a l'air tranquille pourtant. Tu es fou. La plupart des commerçants, ils les ont donnés, ils les ont bradés, leur commerce. Ça braque toute l'année ici. C'est dans ces cités que Farid Berama règne en maître et déploie un puissant réseau de trafic de stupéfiants. Entre ça et la coque, il a déjà amené 2 tonnes de bambou et, allez, on va dire 500 kilos de coque. Les gamins sont fiers. Mais ça brasse, il y a des millions dans ces blocs, mais cachés, hein, tu sais pas où c'est. Il y a des tonnes et des tonnes d'hachiches, des armes, tout ce que tu veux, là, des lance-roquettes, mais c'est caché. Hein. Dans ces quartiers, Berama enrôle des dizaines de jeunes qui travaillent pour lui. Des jeunes sur lesquels il exerce un pouvoir de fascination. C'était un gourou. C'était quoi sa technique pour manipuler les gens? Il venait, voilà, il prenait les mecs qui n'avaient pas de sous, admettons, tu as vu? Ils étaient un peu dans le désarroi, tout ça, il leur a dit, allez, venez, toi tu veux un réseau? Vas-y, je te couvre, moi. Venez, admettons, 200 kilos, 100 kilos, allez, vas-y, travaille.
C'est les mecs qui n'ont pas étudié, c'est les mecs qui ne veulent pas étudier, c'est les mecs qui cherchent pas, ils veulent que la monnaie. Ils disent, moi j'ai ma blonde, j'ai ma Mercedes, j'ai ma Rolex. De temps en temps, je me fais des boîtes avec mes maîtresses, tout ça. Là, mais c'est plus les mêmes, il n'y a plus les mêmes cerveaux. Des cerveaux qui ont grandi avec la PlayStation. Je comprends bien qu'à 30 ans, s'il n'a pas sa Mercedes, s'il n'a pas sa blonde à côté de lui, surtout ici, ils vont pas loin, ils vont pas chercher loin. Grâce à cette armée de dealers, Berama s'impose en quelques mois dans les quartiers nord. Cet homme lui aussi connaît bien les cités. Ancien policier, il y a travaillé pendant près de 20 ans et il sait comment fonctionnent les réseaux mis en place par Berama. Des réseaux qui opèrent à ciel ouvert. Ici, on vend du hashish et de la cocaïne en plein jour. C'est vrai que là, on peut prendre la direction des quartiers nord, donc fief du supermarché de la drogue. Dans ces cités, on ne vient pas pour acheter quelques grammes. On vend surtout en gros ou en demi-gros. Les acquéreurs viennent de toute la région, de Montpellier, de Nice ou même de Grenoble pour acheter la cam au kilo. Un commerce bien organisé. On va y aller. Ah, c'est enculé là-bas, regarde avec la cassette blanche celui-là. Il avec le sifflet. T'entends donc ça marche? Siffle sur mes couilles, tu veux pas siffler là? Il siffle pour avertir. Eh, pardon, il travaille au sifflet, c'est les choufs ça. Regarde comme il se casse, c'est le bordel là. Le chouf, c'est le guetteur. Il vient d'avertir ses complices qu'une voiture suspecte vient d'entrer dans la cité. Et pourquoi? C'est le point de drogue qui se fait là-bas. À gauche de l'écran, 3 dealers sont en train d'attendre leurs clients. Nous sommes repérés, il est préférable de faire demi-tour. Ce sont des jeunes comme ceux-là que Farid Berama faisait travailler dans son réseau. Ce sont des voyous qui sont à la tête de ces bandes, c'est hors d'on dira même. Et qui étaient capables quand même, comme un type comme Berama, de pouvoir réunir dans le quart d'heure qui suit plus d'une quarantaine d'hommes donc bourrés de coke et faire le coup de poing. Et il est vrai que cet individu-là était dangereux et craint par ses rivaux. En 1999, Farid Berama prend trop de place, il fait des jaloux. Il échappe à une tentative d'assassinat à la sortie de sa boîte de nuit. Il part alors se mettre au vert en Espagne, où il continue le trafic de stupes. En 2001, il est arrêté à Malaga dans l'affaire Topaz, un réseau international de trafic de drogue. Il reste 4 ans et demi derrière les barreaux. C'est cette incarcération qui va mettre fin à son ascension et laisser le champ libre à ses rivaux. C'est toujours comme ça dans la pègre. Je pense qu'il y a des luttes de territoire et la nature a horreur du vide. Dès qu'un voyou n'est plus en place, hop, il y en a un autre qui prend la place. Mais c'est exactement ce qui s'est passé dans l'affaire Berama contre le clan corse qui avait pris pied sur son territoire, certes, mais à sa place. À sa sortie de prison, Berama a tout perdu, ses machines à sous et son réseau de stupéfiants. Il cherche alors à reprendre le contrôle de son territoire. Les cadavres s'accumulent, jusqu'au 23 mars dernier, date de l'assassinat d'un certain Roch Colombani, un Corse de Marseille. Au volant de son 4x4, Roch Colombani reçoit 60 balles de Kalachnikov. Il est enterré quelques jours plus tard dans le caveau familial du cimetière de Vitrolles. À partir de ce moment-là, les policiers sont convaincus que les jours de Berama sont comptés. C'était le mort de trop parce qu'il a eu affaire à... Il s'est attaqué aux Corses. Manifestement, je ne sais pas à qui des Corses. Il y a plusieurs milieux en Corse. Je me garderais bien de dire c'est telle ou telle équipe qui a vengé la mémoire de Colombani. Mais nous avons la certitude que les membres des commandos étaient des Corses. Et je dis donc que cette affaire Colombani était manifestement l'affaire de trop. Et Farid Berama est assassiné 12 jours plus tard au bar des Marronniers, le 4 avril 2006. Une date qui n'aurait pas été choisie au hasard. Pourquoi le 4 avril? Parce que c'est la date de naissance de Roch Colombani, qui lui-même a été victime d'un règlement de compte. Ça veut dire, écoutez, vous avez touché un des nôtres, c'est la vendetta corse. Vous voyez,
Tu as tué un des nôtres. La vengeance. Voilà, la vengeance implacable, avec le signe de la date anniversaire. Ironie de l'histoire, Farid Berama est enterré à quelques mètres seulement de Roch Colombani. La lutte pour le contrôle du milieu marseillais, elle, est relancée. Il reste des fidèles de Berama quand même s'ils sont incarcérés à l'heure actuelle. Et bon, je pense que la guerre n'est pas terminée et que dès leur sortie de prison, il y aura certainement de nouveaux règlements de compte dans un sens et dans l'autre. À Marseille, la guerre des gangs est sans doute loin d'être terminée.